Bonjour. Tout le monde connaît Isaac Newton, ce savant anglais né au XVIIe siècle, grand scientifique. La mécanique, le calcul mathématique, l'optique, etc., etc. Les bases et les formules que l'on utilise encore aujourd'hui, c'est lui. Très scientifique, pur et dur. Si les avions décollent, si les voitures roulent, si vous regardez ces vidéos-là, eh bien, c'est un peu grâce à lui. Un peu, ou beaucoup, oui. Il est surtout connu pour ses lois gravitationnelles universelles, avec sa célèbre pomme, soi-disant à l'origine de ses plus grands travaux et de ses plus grandes découvertes. Soi-disant. Une belle histoire, oui. Oui ou pas? Et si tout cela, la pomme, n'était qu'un voile, pour cacher d'autres trésors, d'autres découvertes, un peu moins scientifiques, plus occultes, plus ésotériques, mais qui pourraient aussi expliquer dans un certain sens tout ce qui se passe sur Terre, et même sous Terre, et même dans le ciel, et même bien plus loin. Quel secret se cache derrière cette pomme? Écoutez bien jusqu'à la fin, regardez. Ce que je vais vous dévoiler n'a jamais été exposé au public pour de nombreuses raisons. Alors bien sûr, je vais subir les foudres divines, les critiques les plus cinglantes et les commentaires les plus acerbes. Mais j'ai l'habitude, et comme je le dis très souvent, rien n'est plus merveilleux que la transparence matérielle et la liberté spirituelle. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, où vous pourrez découvrir de nombreuses autres vidéos. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. La loi de l'attraction universelle a été publiée dans un de ses nombreux ouvrages en 1687, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. En version originale, ça s'appelle Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Il avait 44 ans. À cet âge-là, il était à l'apogée de ses découvertes. Et les années suivantes ne furent que dépression et maladie, mais aussi décoration et nomination. Depuis tout jeune, il s'est intéressé à toutes les sciences. Toutes. Il cherchait simplement à comprendre les lois de la nature, comme le dit bien le titre de son œuvre, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Mais il y a une branche qui le passionnait bien plus que toutes les autres. C'était l'alchimie. Il en a fait son fil conducteur, comme un outil pour le guider sur ses chemins. Malheureusement, à cette époque, en Angleterre, l'alchimie était complètement interdite et bannie. Tous ceux qui œuvraient dans cette voie pouvaient être condamnés jusqu'à être pendus en place publique sur un échafaud doré. C'est pourquoi ses travaux alchimiques restèrent secrets très longtemps. Et même une partie de son laboratoire et quelques-uns de ses plus grands écrits ont été brûlés lors d'un grand incendie de sa propriété. Comme par hasard. Un des grands principes de l'alchimie, inscrit dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, est de relier le macrocosme au microcosme. En d'autres termes, comme le dit le texte, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Écoutez. Il est vrai sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Encore dans d'autres termes, c'est de dire que les lois qui régissent le monde du haut sont les mêmes que celles qui régissent le monde d'en bas. Alors naturellement, pour comprendre les lois de gravitation sur Terre et les lois du mouvement dans le système solaire, eh bien il s'est orienté vers la matière, puisque ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et forcément à l'époque, aller voir le Soleil ou d'autres planètes, c'était un peu délicat, alors que la matière, elle est là, elle est bien présente.
L'alchimie a pour objectif, entre autres, et pour résumer très simplement, la réalisation de la pierre philosophale, à l'origine de la médecine universelle, la panacée, et de la poudre de projection qui permet de transmuter les métaux vils en or, comme le plomb. Il y a plusieurs chemins pour y accéder, et un en particulier utilisé par Newton, une voie que l'on appelle la voie sèche. Bon, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais cette voie est découpée en 3 grandes étapes. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. La première étape, l'œuvre au noir, est symboliquement l'extraction de la lumière des ténèbres. Dans la pratique, il y a séparation de la matière en ces 2 principes que l'on appelle soufre et mercure par fusion métallique, puis purification des 2 parties. La fin de cette étape est ce que l'on appelle l'étoile des sages ou la licorne, où visuellement une étoile se forme en surface, comme des rayons de lumière provenant d'une source particulière. Eh bien oui, ce que Newton a pu extrapoler, c'est cette étoile dans la matière au système solaire. En effet, comme les rayons de lumière sur Terre proviennent du Soleil, les rayons de l'étoile semblent être issus du centre de la matière. Ainsi, tout est attiré au centre des astres, et sa théorie de la gravité en est le plus grand symbole. La pomme est attirée au centre de la Terre, comme les rayons de la matière, issus des ténèbres, sont attirés en leur centre. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout le génie de Newton ne fut donc pas de voir que la pomme tombe verticalement sur Terre, mais bien d'extrapoler les lois de gravitation universelle à partir des lois de la matière issues de l'alchimie. Alors bien sûr, il ne pouvait pas tout dévoiler à l'époque où la religion avait tous les pouvoirs et où la pratique alchimique pour faire de l'or, à la place de Dieu, était la pire des activités en Angleterre. Et c'était aussi le cas en France, et dans bien d'autres pays. C'est donc peut-être pour cela que la belle histoire de la pomme fut toute trouvée. Mais pourquoi une pomme, alors ? La pomme, d'une part, c'est le fruit défendu, grand symbole religieux. Il a sûrement voulu faire un clin d'œil à la religion, en la caressant dans le sens du poil, comme on dit. Mais la pomme, c'est aussi le cadeau empoisonné de la méchante reine à Blanche-Neige, dans le célèbre conte des frères Grimm, ce conte dont j'en ai extirpé la signification alchimique. Allez voir sur ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà vu. Je vous mets le lien dans les commentaires. Alors un premier clin d'œil pour la religion, mais le second pour l'alchimie ? Peut-être. Alors vous allez dire, oui, mais le conte de Blanche-Neige et les 7 nains, il a été publié pour la première fois en 1812, bien après la mort de Newton, hein. Oui, bien sûr, mais le symbolisme est bien là. D'ailleurs, prenez une pomme et coupez-la en 2, pas dans le sens de son axe, mais perpendiculairement. Qu'est-ce qu'on voit ? Une étrange étoile à 5 branches. Essayez, hein, c'est simple, hein. Faites le test. Une branche, 5 branches. Vous savez, comme le pentagramme porté par Baphomet, symbole de l'alchimie. Le pentagramme et les 5 éléments, ce sont bien les 4 éléments primordiaux, la terre, l'air, l'eau et le feu, réunis pour en faire jaillir le 5e, la quintessence, la pierre philosophale. Hein, essayez par vous-même, c'est pas compliqué, ça coûte rien. Juste une pomme, vous la coupez dans le sens horizontal et vous verrez. La pomme, hein, c'est bien sûr le fruit de la connaissance absolue. Alors quand elle nous tombe sur la tête, c'est bien qu'une lumière est venue à nous, comme celle de Newton en décryptant les codes de l'alchimie et en les extrapolant à ceux de l'univers. Cette lumière, issue des ténèbres. Et si vous coupez la Terre en 2 de la même façon, bon, certes, un peu plus délicat, bien vous obtenez quoi ? En son centre,
C'est du fer en fusion à plus de 80%. Le fer, vous savez, comme ce que la méchante reine a été forcée de mettre au pied, au rouge, au mariage de Blanche-Neige et du prince, à la fin du conte. Du vrai conte d'origine, pas celui de Walt Disney, celui des frères Grimm. Le fer, comme les clous maintenant de Jésus sur la croix, comme aussi le fer nécessaire pour aider la primera materia, la première matière, à former l'étoile du premier œuvre, la licorne, dont on a parlé tout à l'heure. Le fer, comme la lance de Saint-Michel terrassant le dragon, cet animal, symbole, là aussi, de la matière première des alchimistes. Autre point, à quelle date a été attribuée la chute de la pomme ? 1666, date de l'épidémie de peste. Mais aussi c'est en cette année qu'a eu lieu le grand incendie de Londres. En numérologie, 1666, c'est bien sûr 1 et 666. Le 1 divin lié au nombre démoniaque 666, le nombre lié au pentagramme de Baphomet. Tiens, le pentagramme, comme celui de la pomme coupée. Bizarre, non, cette coïncidence, hein ? Clin d'œil à la religion et à l'alchimie, encore une fois. Ils reviennent nous hanter, ils sont partout, à l'origine de tout, à l'origine du monde donc. Il n'y a pas de doute. Tout n'est donc peut-être pas que symbolique pour l'obtention du vrai symbole, le saint-bol, le Graal, la connaissance absolue, l'immortalité, la pomme bien sûr. Et le génie de Newton, c'est bien d'avoir extrapolé toutes les lois alchimiques de la matière aux lois de l'univers, et en particulier celle de la gravitation universelle. La gravitation universelle. La gravitation unie vers elle. Vers qui ? Vers l'alchimie, bien sûr. L'alchimie, la chimie de Hal, la chimie de Dieu, donc. Pas de hasard. Pas de coïncidence. Newton, en apprenant les lois de l'alchimie, a pu ainsi extrapoler ces lois vers le Très-Haut, le système solaire, puis en dégager la loi de l'attraction terrestre, en particulier, que nous apprenons au collège, encore aujourd'hui. Et si ces lois de gravitation, en particulier, sont encore utilisées, sans les remettre en cause, c'est donc que les lois alchimiques sont bien réelles, et ne découlent pas d'une quelconque voie de sorcellerie ou de magie noire. Que ce soit d'un point de vue matériel ou spirituel, en apprenant les lois de l'alchimie, plus on ira au plus profond de la matière, plus on pourra connaître ce qui se passe au plus loin de chez nous. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour en faire les miracles d'une même chose. Tenez, je vais vous donner 2 exemples. Le plus petit que l'on connaisse, ou presque, c'est quoi ? Les atomes. Et le plus grand, l'univers. L'atome, c'est quoi ? Un noyau autour duquel tournent ou gravitent des électrons. Notre galaxie, c'est quoi ? Un soleil autour duquel tournent ou gravitent des planètes. Vous voyez déjà ? C'est pareil, hein ? Encore plus, la science a montré que les électrons sont le siège d'un champ électrique de polarité négative. Le noyau, lui, est chargé positivement. Il est source d'un champ magnétique. Ensemble, on a donc un champ électromagnétique à la base de toutes les réactions physico-chimiques. Et côté galaxie, eh bien, c'est la même chose. La Terre, par exemple, a son propre champ magnétique, chargé positivement, on le sait. Et le Soleil est la source d'un champ électrique, chargé négativement. Et la combinaison des deux crée un champ électromagnétique à l'origine de l'atmosphère et de toute vie sur Terre. Et voilà un bel exemple, hein, effectivement, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et pour faire les miracles d'une seule chose, l'atmosphère dans ce cas-là, et donc la vie finalement.
Alors si l'être humain s'amuse à perturber ces champs électromagnétiques naturels, en haut ou en bas, en créant des parasites, des antennes, le Wi-Fi, etc., eh bien il perturbe l'atmosphère et toute la vie elle-même, et déséquilibre les relations Terre-Soleil. Bon, cela est un autre débat, on n'est pas dans la polémique ici. Un autre exemple frappant, c'est la correspondance entre les neurones dans notre cerveau et l'univers. Lorsqu'ils sont pris en photo, regardez, vous pouvez trouver ça sur internet, aucun trucage, c'est très étrange, mais elles sont quasiment identiques. À peu de différence près, c'est pareil. Alors ça voudrait dire que l'univers dans lequel nous vivons peut être tout simplement la cellule nerveuse d'une autre créature vivante, ou un simple atome d'un univers encore plus grand. Mais ça veut peut-être dire aussi finalement, un peu plus simplement, que si l'on veut devenir très grand, il faut savoir se faire tout petit. C'est bien encore là la matérialisation ou la spiritualisation de la plus grande loi alchimique. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Voilà donc, la pomme n'est peut-être pas l'origine de ces découvertes. Ce n'est peut-être qu'un voile. La source de ces travaux était plutôt des sens alchimiques, des sens de l'alchimie, de tous les sens. Mais il faut cacher tout cela. Et l'histoire de la pomme qui tombe est tellement belle. En conclusion, gardez votre esprit ouvert. Ne vous fiez pas aux acquis, aux apparences. Car l'acquis n'est à personne, et l'apparence n'est qu'un apparence. À bientôt.